Bonjour, alors faisons maintenant la section 2.5 sur les dioptres sphériques. Euh, alors, qu'est-ce qu'un dioptre sphérique? C'est tout simplement c'est euh, deux milieux transparents séparés par une certaine surface de séparation qui est de forme sphérique, justement. Donc, dioptre, di pour deux, optre, deux surfaces optiques, deux milieux transparents séparés par une surface sphérique. Euh, donc, vous avez par exemple ici un objet qui a une certaine hauteur y0. Eh bien, cet objet-là va donner lieu à une image dans le deuxième milieu. Euh, alors, si, mettons, l'objet est à gauche, donc les rayons incidents proviennent de la gauche, vous êtes ici, mettons, ça c'est votre œil, alors vous pouvez voir l'image. Il y a deux équations pour les dioptres sphériques, un peu comme on avait deux équations pour les miroirs, une équation pour trouver la position de l'image et une équation pour trouver la hauteur de l'image, mais on a un peu la même chose ici. Donc la première équation qui est pour trouver la position de l'image, c'est N1 sur P et plus N2 sur Q égale à N2 moins N1 sur R. R étant le rayon de courbure du dioptre, de la surface sphérique. Donc, le rayon de la sphère. Donc, autrement dit, la surface de séparation est en forme de sphère. R, c'est le rayon de cette sphère-là. Donc, un exemple de dioptre sphérique, je vais vous en donner un tout de suite. Imaginez que vous avez un aquarium qui est de forme sphérique. Alors, vous avez, mettons, un poisson qui est à l'intérieur. Alors, ça, c'est votre objet. Et vous, mettons, vous êtes à l'extérieur ici. Et vous regardez le poisson. Alors, vous n'allez pas voir le poisson exactement où est-ce qu'il se trouve vraiment. Vous allez voir une image du poisson qui va être due justement au dioptre sphérique, à la surface de séparation sphérique ici. Donc, ce qu'on va voir ce qu'on voit dans cette section-là, c'est, mettons, dans cette situation-là, comment savoir où vous allez voir l'image du poisson. Pardon. Donc, où va se trouver l'image, d'une part? Est-ce que vous allez voir le poisson plus proche que sa position réelle? Est-ce que vous allez le voir plus loin que sa position réelle? Et d'autre part, quel va être le grandissement ou quelle va être la taille de l'image que vous allez percevoir? Donc, et pour justement aller calculer cette grandeur d'image, ce grandissement, on a besoin justement de la deuxième équation. G, le grandissement, toujours par définition égal à yi sur yo, ça va être égal à moins n1 sur n2 fois q sur p. Et ces équations-là, je ne les démontrerai pas ici. Pour voir la démonstration, allez dans la section correspondante dans votre bouquin. Les démonstrations sont présentes. Il y a une convention de signes qui s'accompagne avec ces équations-là pour le rayon de courbure. L'idée est la suivante, c'est que du point de vue de l'observateur, le rayon de courbure va être positif lorsque la surface est concave. Du point de vue de l'observateur. Et à l'inverse, si la surface est convexe du point de vue de l'observateur, le rayon de courbure va être négatif. Alors, mais il faut vraiment être toujours du point de vue de l'observateur. Donc, autrement dit, pas du point de vue de l'objet, pas du côté de l'objet. Dans ce cas-ci, l'objet est à gauche. Okay? Vous voyez, les rayons incidents sont à gauche. Donc, ça veut dire que l'objet est à gauche. Mettons, ça pourrait être le poisson ici. Là. Mettons, le poisson est ici. Okay? Donc, vous avez votre objet ici. Alors, on a des rayons incidents ici et l'observateur doit toujours être de l'autre côté pour pouvoir voir au travers du dioptre. Alors,
pour que cette convention-là fonctionne, il faut toujours se mettre du point de vue de l'observateur. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si vous réalisez, la convention, finalement, ça revient au même qu'avec les miroirs. Parce que on avait dit quand on avait un miroir concave, on avait un rayon de courbure positif. Fait que vous voyez, ça revient à la même convention. Donc, rayon de courbure positif quand c'est concave, rayon de courbure négatif quand c'est convexe, du point de vue de l'observateur. OK. Alors, faisons un premier exemple de ça. On a un insecte préhistorique qui est situé à l'intérieur d'un morceau d'arbre. Donc, on est dans une situation un peu à la Jurassic Park. Et l'ambre a un indice de réfraction de 1,5 et l'insecte se trouve à 3 cm du dioptre. Ça, c'est la position réelle de l'insecte, de l'objet. Donc, quand on dit à 3 cm du dioptre, ça veut dire à 3 cm de la surface de séparation entre l'ambre et l'air, finalement. Et le rayon de courbure de l'ambre vaut 2 cm. Le rayon de courbure du dioptre vaut 2 cm. Si on considère l'insecte comme un objet ponctuel, donc autrement dit comme si c'était un point, okay, un objet sans dimension, là, où est l'image? Le morceau d'arbre est concave du point de vue de l'observateur qui se trouve à droite. Okay, on va représenter ça schématiquement. Donc, imaginons que on a notre insecte qui est ici. Donc ça va être notre objet. Bon, je vais représenter les pattes de l'insecte, mettons. Et là, on a le morceau d'ambre qui va faire une surface concave, selon ce qui est dit dans l'énoncé. Pardon. Donc, on a c'est comme si le morceau d'ambre est comme ceci, là. Donc, on le voit à travers une surface concave et on a l'observateur qui est de ce côté-ci. Là, on dit que l'insecte, ici, se trouve à 3 cm du dioptre. Donc, c'est cette distance-là ici. Donc, ça, c'est le P. Et le rayon de courbure vaut 2 cm. Donc, vu de l'observateur, je vous laisse réfléchir, ça va être plus ou moins 2 cm. Parce qu'on dit 2 cm, mais ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins. C'est à vous de le déduire. Alors là, ici, du point de vue de l'observateur, qu'est-ce qu'on voit? On voit une surface concave. C'est ça qui est spécifié dans l'énoncé. Donc, ça veut dire que, selon notre convention, c'est un rayon de courbure positif. Donc, plus 2 cm. Selon notre convention. Ensuite, on a aussi les indices de réfraction. Donc, N1, par définition, c'est l'indice de réfraction dans lequel se trouve l'objet. Donc, ici, c'est l'indice de l'ambre, c'est 1,5. Et N2, c'est l'autre indice, l'indice dans lequel se trouve l'observateur. Donc, ici, c'est dans l'air, donc indice 1. Excellent. Alors là, on a sorti toutes les données et il reste à sortir les inconnus. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche où est l'image. Donc, on cherche Q, finalement. Que vaut Q? OK. Donc, on y va avec ça. Donc,
Dans le fond, on va appliquer la première équation des dioptres. Donc, N1 sur P plus N2 sur Q égale N2 moins N1 sur le rayon de courbure. Donc, ça veut dire que 1,5 sur 3 cm plus 1 sur Q égale 1 moins 1,5 sur 2 cm. Ce qui veut dire que Q égale moins 1,33 cm. Si on fait le calcul. Donc, pas plus compliqué que ça. Donc, ici, à cause qu'on obtient un signe négatif, ça nous montre que l'image est virtuelle. Et si on représente ça, ça veut dire que, mettons qu'on a le morceau d'ambre ici. Mettons qu'on a l'insecte qui est ici. On dit que l'insecte était à 3 cm du dioptre, mais l'image est à moins 1,33 cm. Ça veut dire que l'image est plus proche. Mais non, ça va être l'image ici. Donc, pour expliquer pourquoi l'image se fait à cet endroit-là, faisons le schéma le tracé de rayon suivant. On va tracer deux rayons. Mettons qu'on a un observateur qui est ici. On va tracer deux rayons qui partent de l'objet puis qui vont jusqu'à l'œil de l'observateur. Il y en a un, il part de l'objet puis il continuerait tout droit. Il arrive à un angle d'incidence de 0. Fait qu'il continue avec un angle de réfraction de 0. Il continue tout droit ici. Fait que lui, il va direct là. Ça, c'est un premier rayon qui va jusqu'à l'observateur. Maintenant, si on en trace un deuxième, on pourrait en tracer un autre, mettons, qui partirait avec un angle quelconque, là, mettons comme ça. Donc, on pourrait tracer la normale de ce rayon-là. Comme ceci. Ce rayon-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va s'approcher de la normale ou va s'éloigner de la normale? Alors là, ici, il faut vous réaliser, on passe de l'ambre à l'air. Donc, vu qu'on passe de l'ambre à l'air, ça veut dire qu'on va vers un milieu moins réfringent. Donc, on s'éloigne de la normale. Fait que le rayon, il pourrait partir, mettons, dans cette direction-là. Il va s'éloigner de la normale. Donc, si vous regardez les deux rayons qui ressortent dans l'air, il y a lui, puis il y a lui, les deux rayons qu'on a tracés. Les deux, ils divergent. Donc, déjà, on voit que ça ne va pas faire une image réelle. Ça va donc forcément faire une image virtuelle. Pour la trouver, on fait des prolongements de rayons. Exactement comme on faisait dans les exercices sur les miroirs. Donc, si on prolonge ce rayon-ci vers l'arrière, ça va donner ceci. Ce rayon-ci, ben, pas besoin de le prolonger. Ben, on pourrait le continuer ici, mais on voit que, dans le fond, le croisement va se faire ici. Donc, à l'endroit où il va se faire. Donc, c'est ici que va se faire l'image. Donc, si c'est une façon de voir géométriquement pourquoi l'image se fait là. Donc, je répète la procédure. Vous partez de l'objet, faites un rayon qui passe tout droit, ça, vous pouvez toujours le faire. C'est comme le rayon le plus simple à tracer. Mais ensuite, faites-en un autre qui arrive à un autre angle quelconque. Là, ben moi, je l'ai fait à main levée, ici, mon schéma, bien sûr. Là.
Mais après ça, ici, on trace une normale. En passant, si j'avais tout voulu tracer la normale très précisément, il aurait fallu que je sache exactement où est le centre de courbure. Donc, admettons, le centre de courbure aurait été ici. Donc, sachant que le centre de courbure ici, je sais que la normale, elle passe toujours par le centre de courbure. Donc, autrement dit, ça ici, voyez-vous, c'est une surface, c'est comme un arc de cercle. Fait que si je pars à un segment qui part du centre du cercle, bien c'est sûr qu'il va arriver ici à 90 degrés par rapport au cercle. Donc, je suis sur la normale. Donc, ça me permet de dessiner la normale. Et après ça, bon, là, j'ai fait le tracé, ce rayon-là ici, je l'ai tracé de façon qualitative, bien sûr. Parce que pour le tracer de façon quantitative, il aurait fallu que je fasse des calculs avec la loi de la réfraction. N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Là, je trouve le θ1, ça me permet de calculer θ2, etc. Je prends un rapporteur d'angle. Si j'avais voulu faire la procédure au long, je l'aurais fait comme ça. Mais là, je l'ai fait juste à main levée, juste qualitativement. Mais j'ai tracé le rayon de façon à ce qu'il s'éloigne de la normale. Vous allez avoir à faire des exercices sur ce principe-là. Donc ici, le rayon s'éloigne de la normale. Donc, si après ça, je le poursuis en arrière, vu que les deux ici divergent, il n'y a pas d'image réelle, mais il y a une image virtuelle qui va se faire à la jonction ici. Donc, autrement dit, même si l'insecte est ici, en réalité, on va le voir ici. Donc, on va le voir comme s'il était plus proche. C'est une image virtuelle. Donc, bien sûr, si vous mettez un écran ici, ça ne servira strictement à rien. Vous n'allez rien capter. Par contre, vous pouvez le voir directement à l'œil. Donc, c'est ça un dioptre, c'est que, autrement dit, une seule surface optique en deux milieux transparents, c'est suffisant pour créer une image. Vous n'avez même pas besoin d'une lentille pour créer une image. Vous avez juste besoin d'une surface optique. Donc ici, la surface entre l'ambre et l'air est suffisant pour créer cette image. Alors, un autre exemple ici d'un dioptre. Donc, vous voyez toutes je pense que c'est des coraux à l'intérieur de l'aquarium, les poissons aussi. Alors, on ne les voit pas au vrai. Voyez-vous que la surface ici, c'est cylindrique en fait. La portion ici est cylindrique. Ce qui fait en sorte que, encore une fois, ça va faire un effet loupe qui va faire en sorte qu'on ne verra pas les poissons à leur véritable position. On va les voir à une position, on va voir une image des poissons à travers le dioptre qui est en fait la surface de séparation entre l'eau et l'air. Dans ces problèmes-là, on néglige toujours l'espèce d'épaisseur de verre parce que, en fait, en réalité, il y a comme deux dioptres dans cette situation-là. Il y a la surface entre l'eau et le verre de l'aquarium, et il y a la surface entre le verre et l'air. Mais en réalité, c'est comme si dans ces problèmes-là, on néglige dans le fond la couche de verre. Parce qu'effectivement, elle n'a pas beaucoup d'influence. Donc, si on considère qu'elle est assez mince, elle a relativement peu d'influence. Donc, on néglige la couche de verre, puis on fait comme si ça passait direct de l'eau à l'air, en fait. OK. Ensuite, on va prendre une petite pause. Au retour, on va faire un dernier exemple pour les dioptres.